Merci d'accueillir Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yael Braun-Pivet. Merci beaucoup, merci à tous. Bonjour, Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, Monsieur le Ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique, cher Bruno, Monsieur le Président du Mouvement des entreprises de France, cher Patrick, chers entrepreneurs, chères entrepreneuses, chers tous ici présents. Monsieur le Président du MEDEF, vous avez commencé votre discours en citant et en esquissant quelques pas de danse, en citant Mick Jagger. Je suis particulièrement sensible à vos références musicales, même si moi je n'étais pas présente à ce concert en 2022, mais en 1995. Un concert plus vieux pour ceux qui s'en rappellent, mais qui est rentré dans la mémoire collective et qui ne nous rajeunit pas. Vous me permettrez devant vous, je pense que le MEDEF appréciera, de faire avec Jean-Jacques Goldman le choix du Made in France. Je me souviens que d'un mur immense, mais nous étions ensemble, et ensemble, nous l'avons franchi. Oui, je le crois, lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se rassemble, lorsqu'on additionne nos forces, alors il n'est pas de mur qui ne puisse être franchi. Jamais autant qu'aujourd'hui, notre pays n'a eu besoin, à ce point, de cet état d'esprit qui ne s'invente pas, qui ne se décrète pas, qui ne s'impose pas. Cet état d'esprit doit être voulu. Bien sûr, la nation doit et sait se rassembler lorsque les circonstances l'exigent. Ce qui s'est passé samedi devant la synagogue de la Grande Motte est le révélateur d'un antisémitisme croissant qui m'inquiète, qui nous inquiète tous, j'en suis sûre, et qui exige que nous nous rassemblions pour dire non. Non à la haine, non à la violence, non à la stigmatisation, non au rejet. Les responsables politiques que nous sommes ont une grande responsabilité face à toutes les formes que revêtent la violence et la haine. Avec le président du Sénat, cher Gérard, nous avons pris nos responsabilités en novembre dernier en organisant la grande marche pour la République et contre l'antisémitisme, à l'occasion de laquelle les Français ont répondu présents si nombreux. Et nous serons là, ensemble, à chaque fois que cela sera nécessaire. Ce rassemblement doit cependant s'inscrire dans la durée. Et vous avez raison, bien sûr. Le contexte politique particulier que nous connaissons appelle à l'union de tous ceux qui rejettent le pessimisme, qui rejettent le défaitisme. Tenez-vous loin des gens négatifs, ils ont un problème pour chaque solution, disait Albert Einstein. Alors oui, j'en appelle au rassemblement des gens positifs. Et sur la scène politique, nous savons où ils se trouvent. Notre pays a besoin d'eux, notre économie a besoin d'eux. Et en cette période d'incertitude politique, où tant de murs doivent être franchis, il est donc à la fois symbolique et essentiel que les présidents des deux chambres de notre Parlement se présentent ensemble devant vous, forces économiques du pays. Ensemble, avec le président du Sénat, au-delà de nos sensibilités différentes, nous sommes venus vous faire part d'une conviction commune. Plus que jamais, en cette période, garantir la stabilité institutionnelle est absolument essentiel pour notre pays. Cette stabilité institutionnelle n'est pas un concept abstrait. Elle est un des fondements sur lequel repose la confiance nécessaire pour innover, former, recruter, investir dans la durée, prendre des risques et faire avancer le pays. C'est donc l'engagement que je suis venue prendre devant vous aujourd'hui.
vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous pour veiller, aux côtés du président de la République, à la stabilité institutionnelle du pays, comme pour veiller à la qualité de notre débat parlementaire, en pensant toujours à l'intérêt supérieur du pays, à la France et aux Français. Avant de réfléchir à ce qu'il convient d'entreprendre, demandons-nous d'abord ce qu'il convient d'éviter. Et ce qu'il faut éviter, vous l'avez dit, c'est d'abord une politique qui détruit, par dogmatisme ou par électoralisme, les réformes qui ont produit des résultats. Car s'il faut 10 ans pour construire la confiance, il suffit de quelques jours pour la défaire. Et la France ne peut pas se permettre aujourd'hui de jouer aux apprentis sorciers de l'économie. Il faut être clair, ce sont les plus fragiles, ce sont nos services publics, ce sont nos petites et moyennes entreprises qui seraient d'abord les victimes du chaos économique. Notre économie a besoin de visibilité, pas d'idéologie, de stabilité, pas de grand soir, de rationalité, pas de populisme. Et vous l'avez dit, cher Patrick Martin, on ne peut pas faire comme si le monde n'existait pas. Mais si nous devons repousser l'isolationnisme ou l'irréalisme économique, nous devons aussi refuser le défaitisme. Nous devons être des adeptes du parler vrai. Et parler vrai, c'est d'abord reconnaître les succès obtenus depuis 2017, cher Bruno. Les succès d'une politique de l'offre, conduite avec constance depuis une décennie. Une politique dont vous êtes nombreux à reconnaître les avancées. Les avancées pour l'emploi, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, avec la création de 2 millions d'emplois. Si aux dernières législatives, le chômage n'était pas le sujet de préoccupation majeure de nos compatriotes, ce n'était pas le fruit du hasard. Des résultats tangibles ont été obtenus pour la réindustrialisation de notre pays ou son attractivité, puisque pour la 5e année consécutive, la France a conservé son titre de championne d'Europe des investissements étrangers. Mais il ne faut pas se voiler la face. Parler vrai, c'est aussi reconnaître que des obstacles importants se dressent devant nous. Il y a d'abord un obstacle imminent, l'obstacle budgétaire. Sur ce sujet, il faudra parler en responsabilité. Nous ne devons surtout pas abandonner l'objectif de rétablissement de nos finances publiques pour revenir à 3% de déficit. Il ne s'agit pas d'une simple cible comptable, c'est aussi la condition, dont nous en sommes tous conscients, de notre capacité à agir, à emprunter, à investir pour nos écoles, pour nos hôpitaux, pour la transition climatique, pour nos enfants. Il faudra donc trouver des économies avec pour seule règle celle de l'efficacité de la dépense au service du bien public. Mais il est tout aussi essentiel de ne pas reproduire les erreurs commises au tournant des années 2010. Et c'est pourquoi la consolidation budgétaire ne devra obérer ni la croissance, ni la compétitivité de toutes nos entreprises. Et de même qu'il nous faut conjuguer efficacité et équité, il nous faut aussi conjuguer le court et le long terme, et pour cela miser sur la productivité. Cette productivité, c'est l'éléphant dans la pièce, car il y a aujourd'hui une crise de la productivité française. Elle a reculé de 3,5% entre 2019 et 2023. La redresser est un objectif incontournable. Pour cela, il est nécessaire de continuer à investir massivement pour l'innovation. Avec le plan France 2030, nous avons investi comme jamais 56 milliards pour l'intelligence artificielle, notamment l'espace, le nucléaire. Nous devons aussi continuer à miser sur la politique éducative, la formation pour favoriser l'accession à l'emploi, le retour à l'emploi et l'emploi des seniors. C'est une question de productivité, oui. Mais avant tout, il s'agit de tenir la promesse de notre République. Cette promesse républicaine contenue dans le préambule de la Constitution de 1946. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation, à la culture. Chacun a le devoir de travailler et le droit
d'obtenir un emploi. Et c'est précisément cet esprit qui a justifié la réforme du RSA en cours d'expérimentation. Les 15 heures obligatoires d'activité, d'accompagnement et de formation sont avant tout un moyen pour permettre à chacun de retrouver un emploi, de retrouver sa place dans la société. Comme ancienne responsable des Restos du Cœur, je l'ai vu. Quand on accompagne une personne éloignée de l'emploi, quand on lui redonne confiance, on lui rend sa place, sa juste place. Voilà pourquoi le budget devra être celui du courage, des choix difficiles, mais également le budget de l'équité. Car les Français, en votant massivement aux législatives, ont exprimé des attentes fortes. Nous devons apporter des réponses à nos compatriotes aux fins de mois difficiles. Nous devons rassurer les Français qui ont peur pour l'avenir de leurs enfants, ceux qui vivent dans l'insécurité, l'absence de soins, l'isolement familial et géographique. Nous devons entendre ces chefs d'entreprise et ces artisans qui se battent jour après jour, ceux qui ne bénéficient d'aucun dispositif, d'aucune aide, malgré leur travail et leurs efforts. Non seulement il nous faut entendre ces Français, mais il faut encore répondre à leurs attentes en termes de justice sociale. Et puisqu'il sera beaucoup de questions de pouvoir lors de cette rencontre, nous ne devrons pas oublier ce pouvoir d'achat qui demeure au sommet des préoccupations des Français. Pour y répondre, il faudra que le travail paye plus et mieux en France. Est-il par exemple soutenable que pour augmenter de 100 € le revenu d'un employé au SMIC, l'employeur doive débourser 2 ou 3 fois plus? Poser cette question, c'est y répondre. Il faudra réfléchir au point fiscalo-social et en lisser les effets de seuil. Mais il existe encore d'autres injustices ressenties par nos concitoyens. Ils jugent que les efforts ne sont pas partagés équitablement. C'est pour cela que la taxation des superprofits a tant marqué l'opinion publique. Et si je peux dire oui à la taxation raisonnée, je dis non à la surtaxation tout court. La fiscalité doit encourager l'audace, pas punir la réussite. Il existe encore une autre injustice qui me tient à cœur et vous ne serez pas surpris que j'en parle à cette tribune. Ce sont les inégalités hommes-femmes en entreprise. Est-il encore acceptable qu'en 2024, qu'à temps de travail égal, le salaire des femmes soit inférieur de 15,4% à celui des hommes et à poste comparable de 4%? Est-il encore acceptable qu'en 2024, en France, malgré les progrès que je veux saluer, 3 entreprises seulement du CAC 40 soient dirigées par des femmes? Cette situation n'est pas seulement injuste, elle est économiquement irrationnelle. Et vous le savez très bien, et je sais que le MEDEF poursuit des efforts résolus en la matière. Toutes les études le montrent, la parité est une source de performance pour l'entreprise. Alors je vous le dis franchement, cet objectif de parité, il est de notre responsabilité à tous de le concrétiser. C'est la responsabilité du législateur, bien sûr, mais c'est aussi votre responsabilité et celle de vos mandants. Ce combat, nous devons le mener ensemble pour le gagner ensemble. Mesdames et messieurs, la grande coalition dont notre pays a besoin ne doit pas se limiter aux seuls acteurs politiques. Nous avons besoin d'une coalition qui rassemble les Français, leurs élus, les acteurs économiques, patronaux, syndicaux, associatifs. J'en appelle donc aux entreprises, à vous. Je sais que beaucoup le font déjà, mais il est temps d'intensifier nos efforts. Prenez toute votre place dans cette grande coalition du pays. Assumons ensemble nos responsabilités. Mesdames et messieurs, nous devons poursuivre les grandes transformations pour notre pays. Pour les engager, pour les poursuivre, nous avons attendu 1 an, et nous ne pouvons attendre 1 an. L'horloge tourne. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, le monde ne nous attend pas. Et pourtant, face à cette urgence, il y a ceux qui préparent déjà la prochaine dissolution.
et qui ferment les yeux sur l'urgence. Ceux qui préfèrent l'inaction et leur intérêt partisan à l'intérêt général. Ils ignorent, ou ils feignent d'ignorer, que ne pas bouger, c'est faire reculer le pays. D'un autre côté, il y a ceux qui considèrent que l'inaction est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Ceux qui considèrent qu'il faut agir sans plus attendre et en responsabilité. Agir pour nos entreprises, agir pour vous, agir pour les Français. Et je vous propose donc d'ouvrir ensemble, dès à présent, ce chemin d'action. Ce chemin, c'est celui de l'unité et de la stabilité. C'est celui du bon sens et du compromis. C'est celui du réalisme, mais aussi celui de l'optimisme et de l'audace. C'est tout simplement celui de la France. Ce chemin est escarpé. La voie est étroite, comme on dit en montagne. Le fond n'est rien sans la méthode, et nombreux sont ceux qui l'ont oublié. Et leurs projets sont depuis tombés aux oubliettes. La méthode oriente le vent, et nous n'avons pas besoin de vent contraire, pardonnez-moi cette métaphore marine. Il me revient donc de vous parler à présent du comment. C'est sans doute aussi pour cela que vous m'avez invité aujourd'hui. Nous avons des réponses, celles que nous avons trouvées à partir de 2022, mais mon propos sera plus large. Le contexte le requiert. Il a été question de concertation. Oui, bien sûr, il nous faut davantage concerter, faire confiance aux partenaires sociaux. Nous le savons aujourd'hui, pour qu'une réforme soit acceptée, elle doit être concertée. Certains s'en plaignent, nostalgiques qu'ils sont d'une époque où l'on pouvait tout décider d'en haut. C'était peut-être plus efficace, mais ça ne marche plus. On peut le regretter, mais c'est aussi la marque, je le crois, d'une démocratie plus mûre, où les citoyens ont pris la place des sujets du roi d'antan. Il faut désormais fédérer les forces autour d'un projet commun. Vous me direz que cette culture du compromis existe déjà dans vos entreprises. C'est vrai, et c'est tant mieux. Elle n'a même jamais été aussi dynamique, et vous l'avez rappelé. Le nombre de nouveaux accords d'entreprises et de branches a atteint des niveaux sans précédent. L'emploi des seniors, la formation continue, la parité, l'insertion des personnes en situation de handicap, la transition climatique, vous n'avez que l'embarras du choix. Oui, les réformes devront être largement concertées avec les partenaires sociaux. Et je sais que le président Larcher nous en parlera, car nous connaissons tous son attachement à la démocratie sociale. Celle-ci lui doit beaucoup, au-delà de la loi qui porte son nom. Le MEDEF a bien sûr une position incontournable dans ce dialogue. Néanmoins, je ne suis pas là pour vous tenir des propos convenus. On ne dialogue réellement qu'avec ceux qui écoutent, ceux qui proposent, ceux qui s'entendent, ceux qui sont prêts à bouger. Car dans le cas contraire, la concertation n'est qu'une figure de style, qu'un passage obligé. Il appartient donc aux partenaires sociaux de donner du sens à cette méthode. De surcroît, le dialogue social n'est pas une boîte noire ignorant ce qui se passe à l'extérieur, faisant fi des autres voix qui s'expriment et qui sont légitimes à le faire, au premier rang desquelles se trouve la voix des citoyens. Depuis 2017, la démocratie participative se trouve sur le dessus de notre boîte à outils. Et cet outil n'est pas dans un placard, il est entre nos mains. Il y a eu la Convention sur le climat, le grand débat, la Convention sur la fin de vie, et toutes ces consultations dont on parle peu, mais que nous avons réussi à organiser avec succès dans nos chambres. Bien sûr, tout n'a pas marché, mais on apprend en essayant, et que je sache, le principe s'est imposé. J'en appelle à plus de démocratie participative, autant que dialogue social. Ces deux approches doivent ne pas s'opposer, mais se rencontrer, se conjuguer. Aussi, je vous le redis avec force, la grande coalition à construire pour le pays, ce n'est pas seulement une coalition politique, c'est une coalition économique. Ce front économique que vous appelez de vos voeux, c'est aussi une coalition sociale. Plus largement, c'est une coalition démocratique. Et l'Assemblée nationale dans tout ça? J'entends ici et là des voix qui s'élèvent et qui nous disent que c'est ici que se trouve le problème. J'écoute et j'observe aussi. Ça n'a pas si mal marché durant les 2 années au cours desquelles nous avons expérimenté ce qu'est une assemblée sans majorité absolue. L'Assemblée nationale n'est pas le problème. Elle est la solution, ou en tout cas
l'un des éléments de la solution. Car cette culture du compromis, elle y existe aussi, et nous l'avons prouvé. L'ingénierie institutionnelle n'a jamais été aussi créative. Ensemble, avec tous les groupes politiques, nous avons travaillé pendant 2 ans, loin des caméras. Nous avons inventé des règles pour organiser dans ce nouveau contexte les fameuses semaines de l'Assemblée et l'ordre du jour dit transpartisan. Nous avons expérimenté de nouvelles pratiques, par exemple pour les questions au gouvernement. Nous avons encadré les semaines de débat, les horaires de séance. Toutes ces heures passées avec les 10 présidents de groupe, on en parle peu, et je voulais justement vous en parler. Et au-delà de cette mécanique, il y a le fond. En 2 ans, 40 textes ont été définitivement adoptés à l'unanimité. Et sur ces 40 textes, près de 90% étaient des propositions de loi, c'est-à-dire qu'elles émanaient de parlementaires de tous bords. Ce fut le cas, par exemple, de la loi, que vous devez connaître, interdisant la publicité sur les fast fashion pour protéger la souveraineté de notre industrie textile. Ce que nous avons fait pour le textile dans cet esprit transpartisan, nous devrons le faire pour d'autres secteurs économiques. Car il faut le dire, ouvrir une usine, innover, gagner de nouveaux marchés, augmenter le chiffre d'affaires et les salaires, ce n'est ni de droite ni de gauche, c'est servir l'intérêt général. Ce travail de co-construction, de compromis, nous l'avons mené avec le Sénat. Connaissez-vous le nombre d'accords, ces fameuses commissions mixtes paritaires qui ont été conclusives sous la dernière législature? 85%. Les faits, les chiffres en disent souvent davantage que les discours. Durant ces 2 années, je le crois, nous avons fait l'apprentissage de ce qu'est une assemblée sans majorité absolue. Et après tout, 2 ans pour apprendre ce que l'on n'a jamais fait, ce n'est pas si long. Et le résultat n'est pas déshonorant. Il faut regarder ce qui s'est passé, car ma conviction profonde est que la précédente législature n'a pas été une parenthèse, pas plus que ne le sera celle qui a débuté au mois de juillet dernier. Le temps des coalitions est venu. La majorité absolue s'est terminée. La France doit apprendre à fonctionner comme le font toutes les grandes démocraties du monde, en réunissant des forces politiques qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui trouvent des accords. Sans doute, pour cela, il nous manque encore des règles qui nous font défaut. Au premier rang desquelles une réforme du mode de scrutin, la proportionnelle. Nous en avons déjà les effets. Pourrions-nous en avoir les bienfaits? J'avais relancé le débat sur ce sujet au début de l'année précédente. Je suis prête à remettre l'ouvrage sur le métier. Par ailleurs, ce qu'on a commencé à faire, il faudra le faire davantage, puisque le seuil de la majorité absolue s'est encore éloigné. Il est vital que la co-construction s'amplifie, et pas seulement dans les mots. Dès l'ébauche d'une réforme, dès l'avant-projet de loi, les parlementaires doivent être associés de façon sincère. En somme, nous y revenons. Il nous faut à tous les niveaux rassembler ceux qui sincèrement ont envie de se donner les moyens de vivre ensemble, pour leurs familles, leurs amis, leurs outils de travail, pour leur pays, dans l'Europe et dans ce monde qu'il nous faut regarder tel qu'il est et tel qu'il pourrait être. L'entente entre les partis, entre les nations, l'Europe, le travail en commun. Je me suis toujours concentrée sur une même chose, disait-il. Faire travailler les hommes ensemble. Leur montrer qu'au-delà de leurs divergences par-dessus les frontières, ils ont un intérêt commun. Ce que Jean Monnet a fait était impossible, disait-on à l'époque. Je crois que ce que nous devons faire est possible, à condition de le vouloir et de bien s'y prendre. On dit parfois que quand le vent souffle, il y a ceux qui construisent des moulins et ceux qui construisent des murs. Ensemble, construisons des moulins, franchissons les murs, aussi immenses soient-ils.